Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce programme. Merci de nous rejoindre. Nous ferons le point ce soir avec Joseph Bangakia, qui est cadre de la MP, de la majorité présidentielle, regroupement cher à Joseph Kabila. Joseph Bangakia, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup pour l'invitation. Comment allez-vous? Je vais bien, c'est un vrai plaisir d'être sur votre plateau. Je disais tout à l'heure que vous êtes cadre de la MP. Oui, effectivement. Sur quel vous appartenez dans quel parti politique? Parce que nous savons que la MP, c'est un regroupement de plusieurs partis qui constitue une plateforme de la famille présidentielle du chef de l'État. Vous appartenez dans quel parti politique? Selon les statuts, selon la charte de la majorité présidentielle, ouais. Peuvent être membres de la majorité présidentielle des partis politiques, des associations et des personnalités indépendantes. Ouais. Et à ce stade... Vous êtes dans quelle catégorie? À ce stade, je suis une personnalité indépendante. Ok. Mais vous étiez dans le passé vice-gouverneur de la province orientale. Exact. Pour le quota du RCD-KML de Niamouissi, de Boussa Niamouissi. Sur le quota de la MP, mais effectivement, comme c'était la première élection en 2007, la majorité présidentielle se basait sur la représentation des partis politiques au sein des assemblées provinciales pour répartir les postes. Et le PPRD était le premier parti. Il a donc proposé le candidat gouverneur. Les forces du renouveau, dont le RCD-KML faisait partie, étaient la seconde force politique, ex aequo avec le MCR. Et donc le MCR a eu la présidence de l'Assemblée provinciale. Et les forces du renouveau, le RCD-KML, a eu le vice-gouverneur et j'ai été choisi en effet. Mais vous faisiez partie, vous étiez membre de ce parti politique? Bien sûr, oui. J'ai même été en charge des élections pour le compte du RCD-KML en 2006. C'est moi qui ai piloté les élections pour nos candidats. Nous avions eu à l'époque 13 députés nationaux et 21 députés provinciaux. Ok, on va dire comme ça qu'on constate que vous ne faites plus partie de ce regroupement du RCD-KML et vous étiez parti tout de suite créer un parti ensemble avec votre ami du gouverneur de l'Équateur, Bayende. Vous avez même à un moment donné été président national de ce parti, l'ADH. En fait, lorsque je suis devenu Pourquoi vice-gouverneur... vous avez quitté le RCD-KML? Est-ce qu'on peut avoir une idée là-dessus? Ce virement, comment ça s'est effectué de RCD-KML à l'ADH? Je ne me suis jamais exprimé sur la question parce que ma manière de faire de la politique, elle est volontariste, pleine d'énergie et de courage, mais je considère aussi qu'il faut un minimum de réserve, car la politique, c'est pas la guerre. J'ai été vice-gouverneur de la province orientale sur la liste du RCD-KML. J'avais 31 ans à l'époque. Donc c'était un vrai pari que le RCD-KML avait fait. J'en suis reconnaissant. Je suis devenu vice-gouverneur. J'étais à côté d'un gouverneur du PPRD, une personnalité qui a de l'expérience politique. J'ai démissionné après 2 ans et demi parce que, avec le RCD-KML, Boussa Niamouissi avait fait un choix que je contestais à l'époque, qui s'est révélé vrai plus tard. C'est que je considérais que, puisque nous avions fait campagne auprès de notre base en faveur de Joseph Kabila, nous devions, durant le mandat, rester fidèles à cet engagement. Mais Boussa Niamouissi avait il pensait autrement. Oui, je crois qu'il faisait des reproches sur la manière dont il était traité et peut-être aussi par ambition. Mais moi, j'estimais que l'engagement était au-delà de tout cela. Mais pourquoi vous n'avez pas, en quittant le RCD-KML, pourquoi vous n'êtes pas allé tout de suite dans le PPRD, puisque vous avez, à cette époque-là, où je pense que jusque maintenant, vous aviez voulu soutenir la vision du chef de l'État? Effectivement, en démissionnant de mon poste, j'avais même annoncé que je continuerai, et je le fais depuis tout ce temps, à soutenir passionnément le président de la République. J'aurais pu rester aussi effectivement vice-gouverneur si
si j'avais su, comment dire, me synchroniser avec mon gouverneur, qui est un ami de mon regretté père. Mais c'est vrai que vous savez, lorsqu'on est jeune, on veut vite agir, on veut très vite montrer ce qu'on veut faire. On a une notion du temps qui est trop accélérée. C'est pas le bon temps, le bon tempo pour la politique. Et pendant ces années, j'ai compris que la jeunesse, c'est le courage, oui, mais la sagesse est importante en politique. Donc, je n'ai pas voulu plus longtemps continuer à mettre mal à l'aise ces deux hautes personnalités. Je me suis dit que je devrais prendre du recul pour me reconstruire, pour des nouveaux défis. C'est ce que j'ai fait. Et effectivement, j'aurais pu aller au PPRD, qui est un parti d'ailleurs pour qui personnellement, pour lequel je me sens proche, parce que c'est le problème que nous avons dans la RDC. Les partis nationaux, ils sont très peu nombreux. Oui, mais vous êtes quand même allé créer l'ADH, qui est l'Alliance des démocrates humanistes. Je ne l'ai pas créé, c'était le gouverneur de l'Équateur qui l'avait créé avant même qu'il ne soit gouverneur. Et vous avez adhéré à sa vision? Il m'a proposé de présider ce parti comme il était en indisponibilité. C'était un jeune parti qui n'avait pas de notoriété, qui n'avait pas d'élu au niveau national. J'ai trouvé, comme j'aime les challenges, j'ai trouvé ce défi passionnant. Et l'opinion publique, le peuple congolais est témoin de la manière dont, avec courage, avec passion, avec volonté, j'ai défendu ce parti, je l'ai présenté et par la même occasion... Vous avez claqué la porte? Non, non. Ce n'est pas comme ça que je me comporte envers des amis, car souvent les gens restent mes amis. C'est plutôt que d'autres défis se présentent devant moi. J'ai écouté l'appel des populations de ma province qui voulaient que je sois disponible par rapport aux défis qui arrivent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose est que... La disponibilité et le fait d'être dans l'ADH vous empêche d'être disponible pour d'autres perspectives. C'est ce que j'ai considéré, parce que vous savez... Mais entre-temps, vous étiez, je ne sais pas, vous avez encore claqué la porte une fois de plus. On vous a vu dans le rouage de Kamitatou, jusqu'à devenir son directeur de cabinet. On a comme l'impression que vous vous cherchez encore, que vous n'avez pas encore trouvé votre chemin. Non, là, on fait la part des choses. L'ADH, comme je l'ai dit, je suis heureux du travail fait et je souhaite bonne route aux amis. En ce qui me concerne, mon ambition est d'être au service du plus vaste rassemblement possible. Soit un parti politique qui réellement est démocratique et national, soit la majorité présidentielle transformée en parti politique. Les partis qui sont plutôt, qui ont leur fief plutôt par-ci et par-là, je ne crois pas que ce soit désormais mon ambition. Mais là, dont vous me parlez, ce n'était pas une adhésion politique. Je connais le ministre du Plan depuis que j'étais député national durant la transition. Il était notre président de l'Assemblée. Je le connais même un peu légèrement avant. J'ai vu comment l'Alliance pour le renouveau du Congo a été créée. À l'époque, nous le soutenions face à Jean-Pierre Bemba qui faisait pression pour le faire partir du perchoir. J'ai beaucoup d'amis. Il est mon ami, j'ai des amis dans son entourage, dans ce parti. J'étais plutôt venu, puisque le gouvernement de cohésion avait été publié. Nous avions des attentes. En entendant, il a demandé que je le seconde pour diriger son cabinet. J'ai trouvé que c'était une expérience intéressante, car j'ai découvert au ministère du Plan que la RDC a fait d'énormes progrès. Le gouvernement gagnerait à mieux les expliquer. J'ai découvert aussi, je dois le dire, la manière de travailler du Premier ministre. Est-ce que vous vous êtes pas séparé en queue de poisson avec Kamitatou en fin de compte?
Parce que vous étiez DIRCAB du ministre du Plan, et il n'a pas encore fini d'exercer son mandat et vous n'y êtes plus. Je disais qu'au Plan, j'ai découvert des nouvelles expériences. J'ai vu, entre autres, comment le Premier ministre Matata travaille avec rigueur et célérité. Vous écrivez aujourd'hui, il vous répond avant 48 heures. Ce sont des choses pour nous qui nous construisons, qui avons eu la chance très tôt d'être en situation de haute responsabilité, qui nous arment davantage. Mais par rapport à votre question... Et quelle expérience vous avez acquise auprès du ministre du Plan? Le ministre du Plan est une des personnalités phare de la majorité présidentielle. C'est l'un des meilleurs ministres aussi de ce gouvernement. C'est une intelligence vive et rare. Ça a été une bonne expérience, 4 mois, c'était bon. Mais en revenant d'un voyage à l'étranger, j'ai eu des appels des députés provinciaux et des notables du Haut-Touélé qui avaient suivi la promulgation de la loi sur la programmation des provinces et avaient estimé que j'étais bien placé pour conduire cette transition, car j'avais l'expérience de la province, je connaissais les députés provinciaux, je les connais personnellement, dans une vie d'avant et lorsque j'étais vice-gouverneur, parce que je maîtrise les rouages de Kinshasa et que je suis une personnalité qui n'est pas conflictuelle, qui n'a de problème avec personne et dont le courage n'est pas à démontrer. Ils ont estimé que je devais venir pour cette transition. C'est ainsi que je suis parti rencontrer le ministre du Plan après ce voyage. Je lui ai dit ma décision de quitter le cabinet pour ce défi. Il m'a souhaité bonne chance. Donc ça vous tente de vous présenter comme candidat gouverneur de quel parti? Haut-Touélé, c'est ça? Je suis originaire par mon père de la province du Haut-Touélé, très bientôt province du Haut-Touélé. Effectivement, les infrastructures ne sont pas au rendez-vous. La province du Haut-Touélé est enclavée. Les communautés ont besoin d'être rassurées pour commencer cette nouvelle province dans l'apaisement. Il faut rassurer les personnalités, les notabilités. Il faut rassurer les communautés. Il faut rassurer les députés provinciaux. Et je pense, et puis il faut que le jour où vous entrez dans le bureau, que vous sachiez quoi faire le même jour-là. Car ce n'est qu'une transition, on n'a pas le temps d'apprendre. J'estime effectivement que je ne peux pas mettre mon confort personnel au-dessus de cet appel général. Et oui, je suis engagé pour ce combat, mais je n'aurai pas le dernier mot, car le dernier mot viendra de la majorité présidentielle. Parce que, oui, on parlera de ça tout de suite, parce que le problème n'est pas seulement les infrastructures, mais c'est également les lois relatives à la décentralisation. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? Vous nous avez parlé de votre parcours. Qu'est-ce qu'on retient de vous aujourd'hui? Vous faites partie d'aucun parti politique, mais vous êtes personnalité dans la famille politique du chef de l'État, c'est ça? Et ça vous tente un jour d'adhérer dans le PPRD? La première chose que je dois dire, et je suis constant là-dessus, je veux aider le président de la République à réussir sa mission. Et je n'ai jamais... Il est en fin mandat. Je n'ai jamais hésité, et le courage ne m'a jamais manqué pour le faire. Le président de la République est en fin mandat, vous le savez au moins. Bien, je sais bien entendu que la Constitution dispose que le mandat n'est renouvelable qu'une seule fois. Je le sais comme tout le monde le sait. La question ne se pose pas. Je le dis souvent aux gens, on ne pose jamais cette question à Barack Obama, qui pourtant est à son 2e mandat. Pourquoi on la poserait à Joseph Kabila? Donc c'est chercher le sexe des anges. Donc je disais que un homme constant, je soutiens le président de la République, je veux l'aider à réussir son mandat et le courage ne m'a jamais manqué pour défendre sa politique. Mais deuxièmement, je veux donner l'image d'un jeune leader politique modéré, pertinent, non conflictuel, qui a des vraies valeurs, parce que vous savez, Madame Wabina, je suis soucieux de mon image.
de ma moralité, des valeurs républicaines. Oui, mais ça ne suffit pas. Tout ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, mais c'est important. Ne vous en faites pas. C'est une partie importante de l'homme politique. C'est pas aisé de parler de soi, laisser les autres le faire à votre place. Vous avez évoqué les problèmes des infrastructures en ce qui concerne la décentralisation, mais il y a encore d'autres problèmes majeurs qui sont les lois relatives à la décentralisation. Alors, si jamais la session de mars s'est clôturée sans ces lois, qu'est-ce qui arriverait, d'après vous? Les lois pour la mise en place... Est-ce que vous êtes pressenti candidat à gouverneur d'une des nouvelles provinces, de 26 provinces qui seront mises en place? Je ne suis pas pressenti, mais je réponds par l'affirmative à l'appel de plusieurs notabilités, députés provinciaux et de l'opinion publique de ma future province, car je crois qu'effectivement, je peux contribuer modestement à cette transition et à ce départ, car le départ doit être bon. Mais comme vous le dites, je ne crois pas qu'il y ait de loi qui conditionne l'installation des 26 provinces à ce stade. Si. Les lois nécessaires ont été votées. Les lois attendues, c'est pour renforcer et compléter l'architecture légale et institutionnelle, notamment la caisse de péréquation et autres. Mais l'essentiel de l'arsenal juridique est disponible. Ce qu'il faut maintenant, c'est que les commissions de démembrement aillent rapidement dans les provinces et que les assemblées, dans les formats des 26 provinces, se réunissent et élisent, mettent en place les nouvelles institutions. Ce sont ces nouvelles institutions qui, par leur action, rendront mieux effectives ces 26 provinces. Mais vous faites partie de l'AMP, mais pourquoi les membres de l'AMP s'opposent à quelques préalables en ce qui concerne en ce qui concerne le découpage? Il y a quelques préalables qu'il faut mettre en place, mais il y a quelques membres de l'AMP qui s'y opposent. Pour ceux qui émettent soit des craintes ou franchement une hostilité, je les catégorise en trois. Il y a ceux qui doutent de la volonté politique du gouvernement, car il faut une énorme volonté politique pour la mise en place de ces institutions. Et le gouvernement doit être présent au rendez-vous de la volonté politique. Cela, je les comprends. Mais il y a aussi ceux qui défendent leurs intérêts ou les intérêts de leurs amis. Et cela, je leur dis, il faut mettre l'intérêt général au-dessus du vôtre, car par expérience, j'ai été vice-gouverneur. Je ne laisserai personne dire que la province orientale, sous son format actuel, permet une meilleure gestion des entités que lorsqu'elle sera éclatée en 4 provinces. C'est faux et archi-faux. Et la troisième catégorie, ce sont ceux qui, soit confondent la problématique de l'installation des provinces avec le débat qu'on peut avoir sur l'opportunité des élections locales, sur même le débat qu'on peut avoir sur le calendrier électoral. Et même, il y en a qui se projettent déjà dans la présidentielle et qui estiment que cette réforme est dirigée contre X et contre Y. Alors que la réforme n'est destinée qu'à une chose, une meilleure gestion des entités et rien de plus. Et elle a largement fait consensus. Je suis étonné que pour une réforme qui a largement fait consensus, sur laquelle nous sommes d'ailleurs en retard, qu'aujourd'hui des personnes sortent des arguments qu'ils n'ont jamais présentés dans le passé. Vous avez travaillé dans le gouvernement en tant que DIRCAB du ministre du Plan. Parmi les contraintes et les préalables dont je fais allusion, il y a le manque de budget du fonctionnement. Il y a également l'absence de l'Assemblée nationale et exécutive pour les nouvelles provinces qui seront mises en place. Alors comment le gouvernement compte-t-il s'y prendre pour résoudre cette situation, pour remédier à cette situation? Ça, c'est une approche qui a été présentée notamment par l'ancien Premier ministre Muzito, approche erronée, car on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de budget. Manque de budget de fonctionnement de nouvelles futures provinces. C'est ça que je veux dire. Je dis qu'on ne peut pas dire que le budget 2015 ne prévoit rien
pour les futures provinces. Les futures provinces ne sortent pas du néant. Elles sont à démembrer à partir de provinces existantes. Et donc, le gouvernement de la République introduira certainement un collectif budgétaire calqué sur la nouvelle cartographie de notre pays que le Parlement votera. Et donc, le Parlement aura doté les 26 provinces, notamment les 21 nouvelles, de budget. Et dans ce budget, et là c'est la charge des animateurs de ces nouvelles provinces, il faut de la rigueur, mais aussi de la sobriété. Et c'est l'erreur qui a été faite, c'est de présenter les provinces comme des espaces où il faut absolument payer les gens largement au-dessus du Congolais moyen, où il faut avoir un budget de fonctionnement digne quasiment d'un vice-premier ministre. Mais est-ce que vous vous rendez quand même compte qu'il s'agit là de 1041 entités territoriales décentralisées qu'on doit mettre en place, mais également de plus ou moins 18 168 postes? Est-ce que vous mesurez l'ampleur alors que nous savons déjà que les fonctionnaires qui sont déjà là, les fonctionnaires qui existent déjà sont très mal payés? Là, justement, vous tombez dans la confusion ou le mélange que certaines personnes font entre le débat sur les élections locales, les débats légitimes, et l'installation des 26 provinces. Les 26 provinces, ça veut dire 26 gouverneurs, 26 assemblées provinciales. Ça ne veut pas dire les entités locales, municipales et urbaines. Ça, c'est un débat qu'on peut avoir. Mais moi, je suis sur le débat des provinces. Les 26 provinces, il n'y a aucun préalable qui soit hors de portée du gouvernement et des institutions. Ce qu'il faut, c'est de la volonté politique, mais aussi, je le dis encore, de la sobriété. Et le service public, ça doit être cela. Un esprit de simplicité, un esprit de sacrifice, un esprit aussi de pionnier. Les Belges, lorsqu'ils sont venus, ils n'ont pas demandé au roi Léopold II des immeubles, des buildings et des budgets de fonctionnement exorbitants. Ils sont venus en sacrifice et en pionnier. À plus forte raison, nous, dans notre propre pays. Mais on reproche au gouvernement de vouloir décentraliser administrativement et non politiquement. Vous êtes du même avis? La bonne volonté, il faut qu'elle soit partagée par les acteurs nationaux et par les acteurs provinciaux et locaux plus tard. Donc il faut effectivement qu'au niveau du pouvoir central, qu'il y ait cette volonté de faire réussir le processus de démembrement et de décentralisation. Mais le pouvoir central lui-même ne confère pas déjà aux provinces ce qui leur est dû. Vous savez, j'ai suivi avec attention l'exposé de mon ami le gouverneur du Nord Kivu, brillant exposé d'ailleurs pendant les universités du parti lumumbiste unifié, où effectivement il a relevé certains pièges de la Constitution. Quant à ce, premièrement, soyons clairs, le gouvernement doit, sur les compétences concurrentielles et exclusives des provinces, doit réellement accepter de perdre des prérogatives. Le gouvernement doit faire le transfert de charges au même moment que se fait le transfert de moyens. Mais le débat sur la rétrocession, la retenue automatique des 40% est un débat que nous n'avons pas suffisamment eu. C'était une ambition noble de la Constitution, mais dont la faisabilité n'avait pas suffisamment été explorée. Et comme la réalité nous rattrape, eh bien, c'est un processus acceptant de prendre le temps qu'il faudra pour y parvenir si l'option reste, ou alors acceptant de faire des correctifs sur cette option fondamentale. Mais est-ce que vous pensez que le gouvernement congolais n'a pas d'autre priorité que celui de démembrer les provinces? Mais démembrer les provinces,
C'est une énorme priorité, Madame Mouabina. Les gouverneurs des provinces à démembrer, j'en étais l'un d'eux. Mais ils ne font d'ailleurs pas le tour de toute leur province. Ils ne le font pas. Ils ne dirigent pas. Et là aussi, il faut... Bon, je ne veux pas m'attaquer au bilan des uns et des autres. La priorité n'est pas les élections. Non, mais la priorité, c'est la sécurité. La priorité, ce sont les élections. La priorité, c'est le développement, c'est le social, c'est le démembrement. Ce sont toutes des priorités. Et ça n'empêche pas le gouvernement de faire l'un avec l'autre. On ne va pas tout arrêter juste pour s'occuper du social ou tout arrêter pour juste s'occuper des élections ou de la sécurité. Mais il faut cibler les priorités, vous êtes quand même Elles sont ciblées, et c'est ça le sens du budget de l'État. Les priorités sont étalées, elles sont nombreuses et elles sont normalement exécutées. Mais beaucoup pensent que ces démembrements de provinces peuvent nous amener à des conséquences incalculables en rapport avec la sécurité, l'administration. C'est faux et archi faux. Au contraire, le démembrement sera une solution, une réponse à beaucoup de choses. Premièrement, ça permet, comme je l'ai dit, de rapprocher les dirigeants de leurs administrés. Ça permet une meilleure répartition des richesses. Car je prends le cas de la province orientale aujourd'hui, l'essentiel des actions, et du pouvoir central et du pouvoir provincial, c'est Kisangani et un peu l'Ituri. Le Haut-Uélé, ma future province, qui contribue à 65% des recettes à caractère national, n'y voit que du feu. Je ne dirais pas que c'est la faute du pouvoir central qui se dit je fais... Justement, le pouvoir central ne confère pas aux provinces. Si. J'ai été vice-gouverneur, je peux vous dire, on peut faire des choses dans le régime actuel et dans les prérogatives actuelles que les gouverneurs ont. On peut faire des choses. Mais le pouvoir central, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, je réhabilite la voirie de Kisangani, je réhabilite la route, le tronçon Kisangani-Bunia, donc je fais déjà quelque chose dans la province orientale. Et le gouvernement a raison quand il le dit. Mais Kisangani et la route vers l'Ituri, mais justement, rien n'est fait dans le Haut-Uélé. Et bon, le gouvernement provincial, lui, je ne lui trouve pas assez d'excuses, car il doit se dire que chaque mois, je fais quelque chose dans la Tchopo, dans l'Ituri, dans le Haut-Uélé, dans le Bas-Uélé, parce que lui, il est plus proche. De la même manière que le gouvernement s'assure que les 11 provinces sont servies, de la même manière que le gouvernement provincial devait s'assurer que les 4 districts sont servis. Et cela n'est pas le cas. Donc voilà déjà un des avantages du démembrement. Ça permet que la décision soit prise à Isiro pour le Haut-Uélé, à Bunia pour l'Ituri, à Kisangani pour la Tchopo et à Buta pour le Bas-Uélé. Les découpages font partie de la Constitution. Le démembrement, c'est plus adopté. Ça fait partie de la Constitution. Mais le problème, est-ce que c'est une priorité pour l'instant? Mais je vous montre noir sur blanc que c'est une priorité qui a fait largement consensus et au sein de la classe politique et au sein de notre peuple. Rappelez-vous, 82-85% au référendum de 2005. Le débat n'est pas là-bas, c'est une grande attente. Et tous les acteurs politiques, même les détracteurs, qui ne sont pas nombreux, il faut le dire, ils savent que c'est une grande attente. Tout simplement, il y en a qui veulent, pour ceux qui sont de l'opposition, on l'a vu hier avec la motion contre le vice-premier ministre Bochab, l'opposition tire sur tout, juste pour le plaisir d'être opposant, et les autres, puisque je ne serai plus gouverneur, puisque je ne serai plus président de l'Assemblée, ou puisque mon ami ne sera plus gouverneur ou président de l'Assemblée, je m'oppose à cette réforme. Mais à part cela, tout le monde est convaincu de la pertinence, de l'urgence de la mise en œuvre de ces 26 provinces. Mais maintenant que les entités administratives déconcentrées sont supprimées, telles que le district, les districts, les cités, les postes d'encadrement administratif, qu'est-ce qui arriverait par rapport à cette nouvelle disposition? Qu'est-ce qui va changer avec cette nouvelle disposition?
Je prends l'exemple tout simplement de l'ancien Kivu, où il n'existe pas de district. Et le gouverneur au Nord Kivu, par exemple, avec 9 villes, 9 territoires et 3 villes, le gouverneur, qui d'ailleurs est en itinérance, a vraiment les moyens d'administrer sa province. C'est l'avantage que nous aurons. Donc les districts ne pouvaient pas se superposer aux provinces. C'était une entité qui n'était plus du tout adaptée. Nous aurons des organes de décision, des gouvernements provinciaux et des assemblées provinciales proches de la population. Ça permet une meilleure redevabilité au même moment qu'une meilleure efficacité. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Je fais l'exercice pour que les uns et les autres comprennent, je ne parlerai pas de l'importance de la réforme, mais de la vacuité des contre-arguments. C'est plutôt cela. Et ces contre-arguments, j'invite ces personnes à faire plutôt des propositions pour que le démembrement, l'installation des 26 provinces soit une réussite, au lieu de se limiter à être détracteur. Alors, que répondez-vous à ceux qui disent que derrière l'idée de ce découpage, il y a une volonté politique de créer le chaos au pays? Non, mais c'est pas vrai. Vous ne voyez quand même pas le président de la République, garant de la sécurité, vouloir le chaos dans le président de la République qui a enfin un mandat. Oui, son mandat prend fin au dernier jour de ses 5 ans. D'ailleurs, là, il n'est pas en fin mandat. Je m'excuse. C'est un président sortant. Non, il n'est pas sortant. Il est président de plein exercice. Le mandat prend fin en décembre 2016. C'est bien loin. Et il a raison de ne pas répondre aux personnes qui s'expriment pour des choses qui sont suffisamment claires et réglées par la Constitution. Il a raison de se concentrer sur le travail, car le peuple attend plutôt des résultats. La polémique, elle est politicienne, je vous le dis. Elle est politicienne, elle n'intéresse pas le peuple, tout simplement. Et là, la majorité aussi, il faut faire attention, il ne faut pas tomber dans le piège de l'opposition, qui est de la polémique. Mais il n'y a pas que l'opposition, il y a aussi quelques membres de la majorité qui pensent que c'est dans le but de créer un chaos au pays. Comment démembrer les provinces pourrait créer le chaos? Ce n'est pas à moi de vous poser les questions, mais je m'interroge. Comment rapprocher les gouvernants de leurs administrés, qui est une option fondamentale de la Constitution, approuvée à l'unanimité approuvée massivement par la classe politique et le peuple? Comment cela peut entraîner le chaos? Mais justement, c'est le temps qui va faire défaut en ce moment-là, parce qu'il faut faire tout au même moment. Mais vraiment là, il faut qu'on se comprenne. Quel temps fait défaut? Le temps que les députés provinciaux qui existent regagnent leur future province, le temps pour eux d'élire leur bureau et d'élire un gouverneur, le temps nous manque pour le faire? Le temps pour organiser les provinciales, les locales, les élections provinciales. Ah, les élections provinciales. Les élections provinciales. C'est ça qui fait défaut. Le démembrement des provinces est piloté par le ministère de l'Intérieur, qui exécute une option de la Constitution. Mais le budget vient d'un seul gouvernement qui doit organiser les élections, qui doit organiser ce découpage. Oui, et le budget prévoit tout cela. Le budget de l'État... C'est une question d'organisation, vous voulez dire? Non, le budget de l'État prévoit que les 11 provinces, comment les 11 provinces vont fonctionner en 2015. Elle prévoit le financement des élections que la CENI va organiser en 2015. Donc il n'y a aucune surprise. Pour le fait de passer de 11 provinces à 26, le gouvernement introduira un collectif budgétaire qui va répartir les ressources des 11, ou plutôt des 6 concernés par le démembrement, aux 21 qui doivent voir le jour. Donc rien ne se perd, rien ne se crée, comme disait un principe chimique de Lavoisier, je crois bien. Bientôt, c'est les provinciales, on va parler des élections, on quitte la décentralisation, c'est les élections provinciales. On va dire comme ça que la MP affûte ses armes. Et l'opposition aussi, je l'espère, ainsi que les candidats indépendants. Je crois que les gens se préparent et on ne doit pas s'alarmer
du manque suffisant de dépôt des candidatures, car la plupart des plateformes, des partis politiques et des personnalités ont bel et bien retiré les formulaires auprès de la CENI, s'activent à déposer les listes. Hélas, au Congo, souvent, c'est à la fin que tout le monde va se précipiter et envahir les bureaux de la CENI, mais je n'ai aucun doute qu'il y aura une participation active de tous les spectres politiques de notre pays. Les gens seront au rendez-vous. Mais justement, mais sans cours d'appel dans les nouvelles provinces, comment compte-t-on résoudre des problèmes de contentieux électoraux à l'issue de ces élections? La loi électorale a été amendée justement pour régler ce genre de problème. Et désormais, la réponse, la nouvelle loi, la loi qui a été amendée et votée récemment, justement, organise mieux le recours et même l'organisation technique des élections. Le recours judiciaire et l'organisation technique qui est du ressort de la CENI de cette élection. C'était l'objectif principal de la loi électorale, qui n'était pas autre chose comme l'avaient crié sur les toits les opposants. Et maintenant, nous avons une loi qui, effectivement, donne des meilleures garanties de transparence, d'efficacité et de recours judiciaire. Mais entre-temps, l'UDPS et la communauté internationale insistent sur les dialogues avant les élections 2016. Nous savons tous que le gouvernement ou sinon l'AMP a toujours été favorable au dialogue, mais apparemment elle s'y oppose depuis un temps. Personnellement, je suis un homme de dialogue, je suis un homme j'aime le consensus, le dialogue. On parle de l'AMP, on parle du gouvernement. Si dialogue il doit y avoir, pour mon pays, personnellement, je trouve qu'on ne peut cesser de dialoguer. Mais la vraie question, c'est dialoguer pour quelle fin, pour quel objectif? Les opposants ont toujours dit qu'ils ne dialogueraient pas pour le partage du pouvoir, mais je sais aussi, après toutes ces années passées, à fréquenter les acteurs politiques au plus haut sommet, je sais qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et en politique, on change, et d'ailleurs, heureusement, souvent d'avis. Je ne sais pas Parce qu'il n'y a pas de meilleurs amis en politique, ni d'ennemis permanents non plus. Oui. C'est pour ça que dans mon parcours politique, j'ai toujours pris soin de ne jamais casser, de ne jamais avoir des ruptures fortes. Je préfère qu'on se quitte en étant amis, dans le respect mutuel et sans s'accuser mutuellement faussement. J'espère que mes anciens amis que j'ai eu à rencontrer durant tout mon parcours politique ont le même traitement que moi, que celui que j'ai pour eux. Et nous gagnerons dans la classe politique à avoir ce genre d'attitude. Car ce qui compte, c'est le pays, c'est la RDC. Et souvent, l'Union nationale est le seul moyen, effectivement, d'agir, de véritablement agir en politique. D'accord. On va terminer cette émission. On va jeter un coup d'œil sur ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est-à-dire du 27 avril au 1er mai. Il s'est tenu ici à Kinshasa, au patronage, sous la direction du ministère de la Justice et des Droits humains, un état de lieu, les états des lieux de la justice qui également, on va rappeler à ceux qui n'ont pas suivi, dont les objectifs à atteindre étaient de poser un diagnostic du fonctionnement de l'appareil judiciaire en RDC, d'évaluer de réformes déjà entreprises et de formuler des recommandations autour de réformes et actions prioritaires devant encore être mises en œuvre. Mais tout de suite après, au lendemain de clôture de ces assises, il y a Human Rights Watch qui a dénoncé des faiblesses autour de cette réunion en ce qui concerne la justice et l'impunité en ce qui concerne les droits internationaux. Ce n'est que normal parce que la perfection n'est pas de ce monde. Mais moi, ce que je retiens l'engagement renouvelé et intensifié du président de la République à réellement lutter pour une justice indépendante. Et après, c'était sur la même ligne avec la conférence qu'a faite son conseil spécial,
à lutter contre la corruption. S'il y a des mécanismes qui peuvent renforcer notre justice ou la lutte contre la corruption, ils sont les bienvenus. On n'est jamais... Vous prenez l'exemple des États-Unis. Nous voyons... Oui, à quoi auraient servi ces assises? Juste à amnistier les ex-rebelles du M23? Non, pas du tout. Parce que puisque le constat, on a donné l'Human Rights Watch, on ne dit pas que c'est la voie autorisée absolue, c'est bien de le dire. Qui donne son aperçu sur de nombreuses faiblesses autour de la justice et aussi de l'impunité en rapport avec les droits internationaux. Vous l'avez dit, Human Rights Watch n'est ni la Constitution, ni la parole sacrée, ni la parole venue du peuple, qui, elle, prime sur tout. C'est une organisation qui a fait ses recommandations. Et ces points de vue ne sont pas non plus négligeables. Oui, ce sont des points de vue qu'il faut prendre pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des points de vue. Il faut prendre ce qui est positif et bien sûr ne pas être sous la coupe des organisations internationales qui souvent ont des agendas insoupçonnés et les Congolais feraient mieux de le savoir. Mais moi, et je vous ai dit, les faiblesses que nous constatons, même dans les pays... Vous savez que même Human Rights Watch, ces organisations, même dans les nations occidentales, c'est pas toujours l'amour fou avec les pouvoirs de ces pays-là. Et nous connaissons aussi les faiblesses de ces pays de vieille démocratie. Nous voyons comment les États-Unis s'embrasent. Mais justement... Donc, ce sont des choses qui arrivent dans les États. Justement, cela prouve qu'ils sont objectifs dans leur jugement. Je prends leurs avis pour ce qu'ils sont. C'est le gouvernement qui a la responsabilité de la conduite des affaires de l'État. Et bien entendu, tout avis qui permet des meilleurs résultats devrait être tout simplement entendu. Donc il n'y a pas de polémique là-dessus. Je ne ferai pas de publicité, autre mesure aussi de ces avis. Moi, la personne qui est redevable, la personne morale, c'est le gouvernement. Donc c'est au gouvernement que je demande d'agir pour atteindre les attentes de la population. D'accord. On est à la fin, on n'a plus que 2 minutes. Un mot sur ce qui se passe à Burundi pour le 3e mandat de Pierre Nkurunziza qui est validé aujourd'hui même par la Cour constitutionnelle. Vous avez un mot là-dessus? Ils ont subi, ce théâtre de manifestation qui s'est passé au Burundi était à peu près pareil pour ce qui s'est passé ici le 19 et 20 janvier. Il n'y a pas de réseaux sociaux, etc. Mais on a quand même, à l'attente, contre-attente de tous, validé le 3e mandat de Pierre Nkurunziza. Un mot là-dessus? Bon, j'ai failli dire les problèmes des Burundais, regarde les Burundais, mais bon. On est des voisins, on est des Africains. Bon, nous sommes des Africains et surtout, nous sommes dans les pays de Grands Lacs. Oui, ce que je peux dire, c'est que pour moi, ce qui compte, c'est la légalité des gestes posés. L'action politique doit être légale. Si elle est légale, en républicain que je suis, je n'ai rien à redire. Et ça, c'est la première chose. La seconde chose, le débat politique, il faut qu'on évite de le ramener dans la rue. Parce que c'est une épée à double tranchant. Il faut de la responsabilité au niveau des acteurs politiques pour que le débat ne soit pas de la rue. Et comme je l'ai dit, il faut se limiter à la légalité. Je prends l'exemple de ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. Vous déplorez la manipulation de la population par les acteurs politiques? Oui, au même moment où je demande toujours, comme tout homme, on demande la vigilance de la population. La population est là pour nous surveiller, je suis tout à fait d'accord, ça ne me pose aucun problème. Mais il y a des règles, il y a des lois. Il faut s'inscrire dans ces règles et dans ces lois, sinon c'est la jungle, c'est le Far West. Donc c'est ce qui compte c'est l'intérêt général. L'intérêt général est organisé notamment par les lois. Et les lois nous offrent les moyens, nous acteurs politiques, d'agir. Et c'est ce que j'ai déploré hier à l'Assemblée nationale. La motion contre le vice-premier ministre Bochab était de mauvais goût, c'était de la mauvaise volonté. On a fini, vous ne faites pas la publicité. Non, ce que je veux dire, c'est que l'opposition gagnerait à bien se battre dans le spectre républicain légal qui offre des opportunités à tout le monde. Okay. Et moi, Joseph Bangakia, je serai toujours le défenseur de cet espace ouvert à tout le monde, mais dans le respect de l'intérêt général et des lois de notre pays.
Vous pensez quand même à renouveler les énergies pour des futures responsabilités? Vous savez, j'ai commencé la politique très jeune, j'ai eu des responsabilités trop tôt. Je considère que c'est un investissement que la République a fait en moi. Et effectivement... Et vous vous sentez redevable? Oui, donc je n'attends que les décideurs pour qu'ils me mettent en situation de rendre à la République ce qu'elle m'a donné et dont je suis énormément reconnaissant. Monsieur Bangakia, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie aussi de nous avoir prêté votre attention pendant 45 minutes. Vous l'avez peut-être suivi en cours, cette émission. Elle revient demain, 7h15, mais également le vendredi à 23h45.